C'est une IA qui est éclatée pour écrire. Elle écrit hyper mal, c'est une catastrophe. Et là, l'IA a proposé un nouveau modèle que les experts ne comprennent pas du tout. Et tu es sûr de ta réponse ? Ah pardon, tu as raison, je me suis trompée. Et il te redit exactement la même chose. Bienvenue dans ce nouvel épisode de SEO Augmenté. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur d'accueillir Nelly. Nelly, que vous avez déjà sûrement vu passer sur LinkedIn si vous y êtes. Elle a une jolie petite mascotte à ses côtés et ce sera un des sujets dont on va parler aujourd'hui. Bonjour Nelly, merci d'être là. Eh ben, merci à toi de m'accueillir. Je suis super contente d'enregistrer avec toi et en vrai, j'ai trop hâte. Écoute, pour faire le lien avec ce que je disais en intro, je te propose qu'on parte directement sur cette fameuse petite mascotte, le dromadaire. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu, dire un peu plus sur comment t'en es arrivé à avoir ce dromadaire? J'ai vu des mascottes sur plusieurs profils LinkedIn. Pourquoi le dromadaire et qu'est-ce qui t'a amené là? En fait, quand j'ai commencé à débarquer sur LinkedIn, je me suis dit, il faut que je mette le paquet sur ce réseau social. C'est là-dessus que je vais faire toute mon acquisition. Je veux mettre un effort sur un levier et ce sera celui-là. Et comment faire pour me démarquer de la tonne de SEO qui sont déjà en place? Je vais essayer d'être un peu différenciante. Et alors, on connaît tous Amandine Barthes et sa loutre, par exemple. Mais à l'époque, elle avait seulement l'emoji. Et j'avais trouvé que c'était une super idée aussi. Et je me suis dit, comment est-ce que moi, je peux aller un peu plus loin et vraiment avoir un compagnon avec moi pour personnifier un peu mon contenu, pour le rendre un peu plus accessible, un peu plus rigolo, etc. Parce que le SEO, on le sait tous, ça peut être un peu costaud et compliqué quand on n'est pas du milieu. Et je me suis dit, bon, je vais essayer de trouver un petit animal un peu mignon. Et en fait, après, ça s'est fait un peu comme ça. Parce que ma tagline, c'était « Je t'aide à faire sortir ton site internet du désert ». Donc, je me suis dit « Allons voir un peu du côté des chameaux dromadaires, qu'est-ce qui se passe ?» Et puis, je viens de la Drôme et ma grand-mère, qui est iséroise, nous appelle les dromadaires. Donc, je suis partie sur le dromadaire de façon pas plus compliquée que ça. Et ensuite, c'est un abonné qui l'a nommé Champollion parce qu'il te permet de décrypter les difficultés du SEO. J'ai trouvé ça génial. Donc, maintenant, c'est Champollion le dromadaire. Voilà. Ah ouais, sacrée histoire. Tout est imbriqué pour arriver à ce moment précis de Champollion le dromadaire. Quoi. Impressionnant. Ouais, mais tu vois, c'est top parce que maintenant, ça m'arrive parfois de recevoir des selfies de personnes avec des dromadaires qui me disent « Ah, j'ai pensé à toi et à Champollion !» Ou parfois, je reçois des messages « Bonjour Nelly et Champollion !» et tout ça. Alors qu'il est sur tous mes visuels, mais c'est pas non plus un vrai personnage, tu vois, je vais pas vivre une histoire ou quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, il y a énormément de gens qui savent pas du tout qu'il s'appelle Champollion, mais ça permet d'avoir un élément différenciant et donc moi, je l'aime bien. Trop cool. Et du coup, tu disais que c'était effectivement ton angle d'accroche, ou d'approche, c'était de dire que ton acquisition elle est sur LinkedIn. Comment t'occupes tes journées justement? C'est quoi ton quotidien professionnel? Alors, j'ai la chance de pouvoir m'organiser vraiment comme je veux. J'ai pas énormément de contraintes synchrones avec mes clients ou avec d'autres personnes, sauf, tu vois, quand on enregistre un podcast comme ça ou quand on doit faire des points ou quand j'ai des coachings, des choses comme ça. Mais sinon, au quotidien, j'ai pas énormément de contraintes horaires. Donc, je vais organiser mon travail en fonction de ce que j'ai envie de faire dans la journée, de mon énergie. Si je me sens un peu plus créative, je vais faire de la création de contenu ou je vais réfléchir à des nouveaux projets que je veux lancer. Si je me sens super analytique, je vais aller travailler sur une optimisation pour un client, des choses comme ça. Donc, en fait, je travaille plus sur une semaine. Je sais ce que je dois faire sur la semaine et je m'organise un peu en fonction de mon énergie. Et après, je vais avoir une partie où c'est de la presta, donc où je travaille le SEO pour mes clients, ou bien du coaching. J'ai une grosse partie qui va être de la création de contenu parce que je publie au minimum 5 fois par semaine sur LinkedIn. J'ai une newsletter. Je suis invitée sur des podcasts comme ça. Je fais aussi pas mal d'interventions dans des conférences, des webinaires, des choses comme ça. Donc tout ça, c'est du contenu qui est complètement gratuit et qui me permet de, moi, transmettre mon savoir et puis de développer ma notoriété. Et on verra plus tard que c'est important. Et j'ai du coup développé une nouvelle partie de mon CA qui est en lien avec cette création de contenu où je vais faire aussi du sponsoring ou de l'ambassadorat. Donc, c'est des marques qui me payent pour que je puisse parler d'eux sur mes différents canaux. Donc, ça me permet, moi, à la fois de continuer à développer mes communautés, etc., sur LinkedIn et sur la newsletter et en même temps
d'être rémunérée pour une certaine partie de ces contenus grâce à des marques que je mets en avant. Donc voilà. Et une autre partie de mes journées ou de mes semaines, ça va être le développement de mes différents produits. Donc j'ai un livre. Il est possible que je sois en train d'écrire un autre, mais je peux pas trop en parler encore, c'est surprise. J'ai des formations qui tournent, j'ai plein d'idées de développement, etc. Donc je passe aussi une partie de mon temps sur le développement de projets que je peux mettre en place pour me libérer du temps et vendre des choses digitales. Ok, donc si je résume, c'est création de contenu que tu monétises avec du sponsoring et comme canal d'acquisition pour du consulting et des produits comme de la formation, par exemple. Ouais, exactement, c'est ça. De quoi bien remplir cette semaine. Ouais, moi, je m'organise. En fait, je travaille 7 jours sur 7, mais pas toute la journée, tout le temps. Donc, pour moi, c'est une grande chance et une grande liberté de pouvoir moduler, tu vois, comme je veux. Là, on vient de me proposer une activité mercredi en journée. Bon, bah, ok, je travaillerai la nuit, ça me dérange pas. Bah, c'est aussi un peu l'intérêt de l'indépendance bien menée, parce que c'est pas juste de la précarité, ça peut être aussi une vraie liberté, quoi. Ouais, pour moi, c'est incroyable. Je reviendrai pas en arrière là-dessus. T'as testé autre chose que ça avant? J'ai été salariée, j'ai eu une entreprise physique où j'avais moi-même 5 employés. J'ai fait du travail digital, mais avec des contraintes horaires. Donc ouais, j'ai à peu près tout fait. Typiquement, j'ai commencé indépendant dès le début, quasiment. Enfin, j'ai fait un Ok, stage en entreprise et après, je suis parti directement à mon compte. Et ok. depuis sortie d'école, ça doit faire 10-15 ans que je fais ça. Donc, ouais, c'est un peu Ouais. le truc de, OK, moi, je ne reviendrai pas en arrière non plus, mais j'ai pas forcément non plus peut-être subi, ou en tout cas expérimenté pleinement l'alternative, quoi. Bah, écoute, je le subissais pas et j'ai bossé à la fois dans le public et dans le privé. Et là, ça fait 8-9 ans. 9 ans, je pense que je travaille pour moi. Mais même en travaillant pour moi, j'ai eu plusieurs trucs. J'ai eu un e-commerce où je fabriquais moi-même les produits et je les vendais. Donc, il y avait toute une partie logistique, stock, etc. J'ai eu un business physique où j'avais un local, des employés, des charges pour ce business-là avec de l'accueil de clientèle, etc. J'ai eu du 100% digital, mais avec des contraintes horaires. J'ai eu du 100% digital toute seule, du 100% digital avec des gens. J'ai tout eu. Tant mieux que la situation actuelle soit celle qui te correspond le mieux. Et pour repartir dans le SEO, est-ce que tu as un petit conseil SEO qui pourrait être contre-intuitif, mais que tu as pu donner à un client et qui a fonctionné, enfin qui a bien fonctionné ou qui fonctionne systématiquement? Eh ben, écoute, là, en ce moment, par exemple, je fais un gros travail sur le site d'un client qui vend de la formation et qui a beaucoup de contenu déjà présent sur son site. Il a 200 articles de blog qui sont hyper fouillés, etc., mais qui sont pas spécialement optimisés pour le SEO ni pour la conversion. C'est plus ses pensées, des essais, des recherches et quelques articles aussi. Et en fait, ça lui servait pas à grand-chose, tu vois, en termes d'acquisition, de sources de trafic. Et donc là, ça fait plusieurs mois que je bosse avec lui, que je n'ai pas rédigé une seule page. Je lui ai dit, on arrête la création de contenu pour l'instant et je me focalise sur l'optimisation de ce qui existe déjà. Et on a fait plus 30% de trafic sans augmenter le nombre de pages, sans rien faire de tout ça, juste, tu vois, en venant modifier un peu les titres, en faisant du maillage interne, en optimisant sémantiquement les pages qui étaient à fort potentiel et en essayant de travailler un peu sur les CTR, etc. Donc, ne pas vouloir toujours faire plus de contenu, mais essayer déjà de capitaliser sur ce qui existe, surtout quand c'est de qualité, en mettant des petites surcouches d'optimisation, ça peut être un vrai banger pour moi. Bah, je suis ultra d'accord. C'est clairement une grosse brique de Searchmantix avec ta mise à jour, enfin, tu vois, la fréquence d'actualisation et même à trouver les pages que Google aime pas, tu vois, genre, si t'as aucune Ouais. impression sur ta page, enfin, on lui a sûrement dit un jour, crée du contenu. Donc, il a créé du contenu. Mais, enfin, ça peut même être contre-intuitif parce que ou contre-productif parce que ce contenu-là va potentiellement diluer la puissance de ton site. Donc, peut-être qu'il faut même le supprimer, le réoptimiser, l'actualiser. Super conseil. Et écoute, enfin, d'autant plus que ça apporte de bons résultats, quoi. Ouais, bah là, du coup, quand on voit les courbes qui grimpent en disant j'ai rien fait de plus, et t'as les couvertures de mots-clés qui explosent, t'as le trafic qui explose, les impressions, enfin tout augmente, juste en capitalisant sur ce qui existait déjà, en venant recréer des cocons, en venant fusionner des pages qui se cannibalisaient, juste en réorganisant ce qui existait déjà. Faut juste ranger ta chambre. Et Google, qui agit comme la maman, du coup, dans cette métaphore, te félicitera avec du trafic. Exactement.
Sacré programme. Petit intermède pour vous dire de vous abonner à cette chaîne, hein. Vous allez aussi trouver en description un lien qui vous permettra de récupérer le résumé de différents points qu'on va voir ensemble aujourd'hui avec Nelly et le résumé des différents points que j'ai vus avec les autres invités de cette chaîne qui vous permettent justement d'avoir directement accès au cerveau de nos plus grands experts francophones. Donc, cliquez sur le lien en dessous pour récupérer ça. Abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez nous dire à tout moment dans la vidéo, évidemment, ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez des questions. On y répondra avec grand plaisir avec Nelly, si on n'a pas encore tout traité, bien sûr, dans cette vidéo. Mais donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire, nous écouter et vous abonner, et mettre un commentaire et télécharger ce document. Exactement. Du coup, je te propose qu'on parle sur qu'on parte sur cette première grande thématique qui est le SEO et l'intelligence artificielle, hein, qu'on commence à avoir depuis un petit moment dans les discussions un peu partout. Comment tu vois l'équilibre entre l'humain et l'IA ? Je sais que tu en as déjà parlé en disant que l'IA remplaçait pas le travail humain, que c'était un supplément. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup avec le terme de SEO augmenté. Ouais, exactement. L'outil augmente l'humain. Comment tu vois ça et comment tu orchestres justement l'intégration de l'IA dans ton workflow travail sur le SEO? Quand l'IA est arrivée, tout le monde a vu ça comme le nouvel Eldorado. Il fallait créer du contenu en masse avec l'IA, etc. Ceux qui ont un peu observé leurs résultats en sont revenus, je crois. Parce que de dire à ChatGPT, rédige-moi un article sur les fertilisants pour tomates, c'est éclaté. C'est nul. Ne le faites pas. Ne faites pas ça chez vous. Restez sous le conseil d'un professionnel. Par contre, de venir s'aider de l'IA pour rédiger des contenus de qualité, ça, 300% oui, en fait. Parce que ça va te permettre de venir regarder un peu ce qu'ont fait les concurrents, quels sont potentiellement les sujets qui n'ont pas été couverts par tes concurrents sur l'intention que toi, tu vas viser. Ça va te permettre de reformuler, de optimiser tes titres, de penser à des sujets connexes que tu n'avais pas forcément imaginé au départ. Moi, je me sers vraiment de l'IA comme d'un assistant dans toutes les étapes de la création du contenu. Mais par contre, je ne vais jamais lui déléguer à 100% la création d'un contenu. C'est-à-dire que je peux lui demander de me formuler un paragraphe, par exemple, et puis je vais revenir dessus. Je vais y ajouter un petit peu d'humain, d'émotion, ou bien un exemple de ce qui aurait pu m'arriver dans la vraie vie ou ce que mon client aurait pu raconter, ou un ressenti, un peu d'humour, quelque chose qui fait que c'est mémorable. En fait, l'IA mal utilisée, c'est une catastrophe, les yeux saignent, on n'a pas du tout envie de lire. Tout le monde le voit, ceux qui traitent un peu avec l'IA le voient tout de suite. Dans un monde en constante évolution, il est crucial de se repositionner. Arrête, c'est du bilan. Moi, ça m'énerve. Par contre, effectivement, de venir l'utiliser comme un vrai assistant en lui donnant les bons prompts, les bonnes directives, ça casse tout, quoi. C'est génial. Et du coup, donc là, tu disais que tu écris un paragraphe et tu le retravailles derrière en rajoutant justement des exemples. Est-ce que c'est toi qui le rajoutes après coup ou est-ce que ces exemples-là, tu les mets dans les prompts justement ? Comment tu structures ce process ? Ça va dépendre en fait. Si c'est déjà un sujet que je maîtrise moi, je vais venir le rajouter derrière parce que sinon ça va me prendre plus de temps de venir prompter l'IA. Donc je le rajoute moi-même derrière avec ma patte. Par contre, si c'est pour un client, par exemple, ça m'arrive de faire de la rédaction parce que j'aime bien ça, donc je le délègue pas toujours sur des sujets qui me plaisent. Et en fait, parfois il y a des sujets où moi-même je ne suis pas experte, donc je vais avoir du coup des informations de la part de mes clients. Ça peut être des vocaux, ça peut être des documents qui sont déjà produits en interne. Et là, effectivement, je vais le mettre dans le brief. Mais tu vois, il y a un truc qui me pose beaucoup de problèmes avec l'IA. J'ai un client qui bosse sur des choses qui sont très juridiques, très normées, etc. Et donc là, pour la rédaction, je vais toujours venir chercher des sources fiables. Je vais fournir ces sources-là à l'IA pour aller dans la rédaction derrière. Mais par contre, je dois systématiquement revérifier l'ensemble des données parce que depuis 2 ans que j'utilise ChatGPT et autres modèles, il n'y a pas une fois, mais je te dis pas une fois, où j'ai laissé l'IA faire et qu'elle m'a donné une donnée fiable. C'est-à-dire qu'ils vont me dire il y a 30% des logements individuels qui utilisent le chauffage au gaz, peu importe. Tu demandes d'où vient cette source, ils vont te dire ça vient de l'INSEE. Tu cliques, page introuvable. Tu vas rechercher sur Internet la statistique exacte. C'est une stat qui n'existe pas ou alors qui a été reprise sur plusieurs sites sans jamais avoir la vraie source de l'étude. Donc ça, pour moi, c'est très problématique. Ouais, carrément. Les hallucinations, tu les as sur tous les modèles. Et même parfois, quand tu lui donnes les sources, il peut y avoir quelques prises de liberté, comme un mauvais stagiaire faire derrière.
un contenu Exactement. qui est d'une qualité scientifique tout à fait questionnable, quoi. Du coup, là, ce que je fais maintenant, c'est que je mets mon corpus dans Notebook LM. Je pose la question que je veux développer dans le paragraphe à Notebook LM, donc qui est une IA de Google qui vient te sourcer chaque phrase. Donc, en fait, c'est une IA qui est éclatée pour écrire. Elle écrit hyper mal, c'est une catastrophe. Mais par contre, elle vient t'extraire des informations de gros corpus de façon extrêmement précise. Et donc, je viens poser mes questions à Notebook LM, d'ailleurs c'est LLM, bref, qui me synthétise les informations avec à chaque phrase les sources. Et ensuite, cette synthèse-là, je la rebalance dans le chat GPT. Donc au moins, j'ai ce double truc. Et ce que m'a écrit chat GPT, ce que j'ai moi amélioré avec mes connaissances, mon contenu, etc., je le remets une dernière fois dans Notebook pour lui demander est-ce que c'est correct, est-ce qu'il y a des paragraphes qui sont pas issus des sources fiables, est-ce que tu peux me confirmer 100% des faits? Et ça arrive souvent qu'ils me disent ça c'est pas tout à fait correct. Donc voilà, je fais de la double vérification entre IA maintenant sur des sujets très précis comme ça. Et du coup, dans ce cas-là, si c'est pas correct, comment tu traites ça? Tu demandes à Chat de revoir sa copie ou est-ce que toi tu as juste à la main? En fait, j'ai tendance à ne pas avoir confiance en ChatGPT sur des données que moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire que quand c'est un sujet que je comprends, je suis capable de le réorienter, tu vois, de lui dire non, ça, c'est pas correct, je voudrais que tu le dises comme ci, comme ci, comme ça. Par contre, j'ai un vrai problème avec le fait de lui déléguer 100% une tâche que je suis pas capable de vérifier derrière. Donc, quand c'est sur des sujets qui sont techniques et que moi-même, j'ai pas la connaissance, je vais faire du double fact-checking entre Notebook, où je redemande à Notebook du coup de corriger, et ensuite je le remets dans le chat GPT pour que ce soit écrit au ton du client. Ok, très clair. Et du coup, chat GPT plutôt que d'autres modèles, c'est lui qui est ta préf. Ouais, en fait, c'est aussi parce que c'est sur ce modèle-là que j'ai commencé. Et du coup, tu vois, j'ai mes GPT qui sont entraînés, j'ai les différents styles, les différents tons de voix, tous les process des différents clients pour lesquels je vais potentiellement rédiger du contenu qui sont dedans. Donc, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus simple. C'est là-dessus que j'ai mes habitudes. Et en général, je suis quand même satisfaite de ce qui me sort. En gardant, du coup, cette vigilance, ouais, c'est un vrai point de vigilance de pas tout déléguer à l'IA quand on ne comprend pas ce qu'elle fait. Ouais, c'est un peu tu le vois beaucoup là. Il y a des gens qui ont fait ça avec du contenu. Ils sont généralement mordus les doigts. Mais t'as le truc du moment là, c'est de se mettre à coder, le fameux vibe coding, où ça peut faire des choses assez exceptionnelles. Mais à la fin, si tu comprends pas, tu vas pas pouvoir ni t'assurer que tu as la sécurité qui est en jeu, ni pouvoir ajuster ou valider quoi que ce soit. Ça marche visuellement, ça peut rendre le résultat que tu veux, mais ok, est-ce que derrière, concrètement, c'est assez bon pour partir en prod? Pas encore. Après, c'est peut-être que ça le sera un jour. Mais je pense que là où tu as du vibe coding est équivalent, prend tout son sens, c'est si tu maîtrises le sujet. Ça te demande de changer ta façon de faire, mais du coup, tu peux vraiment aller co-construire avec l'outil et être ce fameux résultat professionnel augmenté qui peut aller plus vite, plus loin, plus efficacement. Mais ça ouvre les portes aux débutants et j'espère que ça va leur donner envie de se former plutôt que de se dire ah ouais, mais bon, j'ai pas besoin du tout de rien faire, autant juste tu vibe coder quoi. Ouais, après c'est un peu la dérive, alors que ce qui serait intéressant, c'est de demander à ChatGPT de expliquer les résultats, tu vois, et de lui expliquer pourquoi est-ce qu'il a fait ces choix-là, comment est-ce qu'il les a fait, comment est-ce que je peux comprendre si je suis pas du métier, etc. Moi, je trouve que c'est passionnant dans ce sens-là, parce que là, ça prend aussi tout son sens. Mais alors, vraiment, j'adore l'IA, je l'utilise au quotidien. Dans mon téléphone, le premier raccourci, c'est pas appel, c'est ChatGPT. Donc, je l'utilise vraiment tout le temps. Mais par contre, c'est une dérive qui me fait un peu peur pour les gens qui n'ont pas conscience que ça reste un modèle de langage et que tu peux pas, en fait, lui déléguer toute ta vie sans checker derrière. Et tu vois, même la partie explication, c'est effectivement une super idée. Et je pense que pour l'apprentissage, même tu vois, la formation a bien changé parce que maintenant tu peux avoir de l'apprentissage sur des cas concrets avec des feedbacks. Enfin, vraiment, c'est incroyable. Mais c'est pas parce en fait, si tu lui demandes de t'expliquer comment il est arrivé à un résultat, dans le fonctionnement même du LLM, il va pas faire le retour arrière chez lui. Il va juste trouver les prompts, enfin les tokens suivants les plus probables. Donc potentiellement, il t'explique une méthode qui est pas du tout la vraie, mais avec un aplomb qui est digne d'un chat GPT qu'on connaît bien. C'est exactement comme ça que je suis arrivé, alors que pas du tout. Es-tu sûr de ta réponse? Ah, pardon, tu as raison, je me suis trompé. Et il te redit exactement la même chose. Et dans les trucs où justement là, je trouve qu'on arrive à un basculement de l'humain-machine, j'ai vu une vidéo où ils expliquaient qu'ils avaient trouvé une nouvelle structure
carte imprimée, donc les processeurs et tout ça, c'est tout ce qui fait tourner l'intégralité de notre vie, hein. C'est fait par des humains experts pour le positionnement des différentes puces et tout ça. Et là, l'IA a proposé un nouveau modèle et que les experts ne comprennent pas du tout. Et du coup, J'ai vu il cette n'est pas vidéo. capable de lui expliquer non plus pourquoi il a fait ça, mais juste sur le KPI qu'il voulait optimiser, la puce est plus performante. Ça Je sais change pas si complètement c'est, la façon de faire, mais je sais pas si c'est la même vidéo, mais en tout cas, ce qu'il disait, c'était que avant, on devait donner ce qu'on voulait à l'IA et l'IA s'en chargeait. Et maintenant, l'IA donne le résultat et c'est aux humains de faire du reverse engineering pour comprendre pourquoi c'est le résultat de l'IA qui est le plus pertinent et pourquoi elle a fait ces choix-là, etc. Je sais pas si on parle de la même chose. ouais, mais je pense que c'est une vidéo avec Micode ou un truc comme ça. C'est Ardis, je crois. Mais... Ouais, peut-être. Mais du coup, c'est effectivement la façon, le augmenter peut évoluer. Soit c'était pour faire les tâches de production, enfin opérationnelles, soit maintenant ça peut être dans les tâches stratégiques et essayer de comprendre et de fiabiliser justement ces résultats-là. Parce que si tu comprends pas pourquoi elle est meilleure, c'est extrêmement, extrêmement dangereux de la mettre en production, de l'envoyer sur une chaîne d'assemblage, de la vendre en millions d'exemplaires. Ouais, mais du coup, est-ce qu'elle est durable? Est-ce que plein de choses? Et du coup, ça va être un vrai changement de façon de travailler. Ouais. Mais tu vois, même en faisant le lien de nouveau avec la création de contenu, c'est pareil pour moi, parce que si tu délègues 100% de ta création de contenu sans vérifier ce qu'il y a derrière, en fait, finalement, tu propages des informations qui sont peut-être pas forcément vraies ou qui sont pas forcément alignées avec ce que toi tu penses. Et ça me fait un peu réfléchir quand je vois, tu vois, toutes les nouvelles solutions de appuie sur un bouton en donnant une phrase et tu vas avoir ton article de blog, ton post LinkedIn, ton post Instagram, ta vidéo, ta miniature, ton ci, ton ça, et tout est posté sans toi. Ok, c'est un super gain de temps. Mais à quoi ça sert en fait? Parce que moi, je veux bien créer toujours du contenu plus, mais finalement, ça n'assert pas ton image de marque à toi parce que c'est juste du contenu prédigéré et recraché. Il n'y a pas du tout de touche personnelle. Et en plus de ça, si tu revérifies pas derrière, tu n'as aucune valeur ajoutée. Tu te sers juste de Wikipédia, quoi. Donc, pourquoi pas? Wikipédia avec un mec qui a fait des fautes pendant qu'il le copiait, quoi. Et du coup, pour migrer un petit peu sur justement ce nouvel usage, est-ce que l'apparition justement de ces moteurs de recherche, des générations de données, génération de réponses, que sont les IA, Claude, ChatGPT, enfin bref, tous les termes que tu veux, est-ce que ça a fait changer tes stratégies? Si je suis complètement honnête, pour moi, c'est encore un peu tôt. J'ai pas suffisamment de recul par rapport, tu vois, aux différents tests que j'ai pu faire, etc., pour avoir des vrais résultats fiables. Mais par contre, effectivement, j'essaye de regarder un petit peu par rapport à ce que j'entends autour de moi de personnes qui ont fait des tests à beaucoup plus grosse échelle. Et d'après ce que je perçois, finalement, le bon sens SEO reste. On doit se concentrer sur encore plus de choses, donc encore plus de AT, encore plus de mémorabilité, le fait de vraiment se concentrer sur la précision d'une réponse, parce qu'on va beaucoup plus être à l'oral, donc sur des requêtes qui sont beaucoup plus précises, beaucoup plus détaillées. Donc l'idée de créer des articles avec des réponses complètement généralistes, pour moi, ça va être de moins en moins pertinent, mais on va essayer de répondre à des micro-intentions de recherche de façon le plus précis possible et sur des choses qui sont facilement compréhensibles et faciles à extraire pour les IA. C'est-à-dire avec des paragraphes qui soient correctement structurés, qui soient clairs et compréhensibles, à la fois pour les humains, donc ce qu'on faisait jusqu'à présent, mais aussi pour les IA, pour que l'IA puisse comprendre le contexte et en extraire facilement la phrase pertinente pour venir la mettre dans son corpus, quoi. Toi, tu as fait des tests de ton côté? Moi, j'essaie de tester pas mal de choses. Je commence à avoir des sites où, dans mes UTM, donc dans la source du trafic, dans les, il y a du ChatGPT, formulaires et tout ça, tu as du ChatGPT et ça, tu te dis, ah ouais, mais c'est incroyable. Il y a effectivement un vrai sujet là-dessus. Et typiquement, là, on parlait d'organiser nos vacances et avec ma compagne, on a demandé à Chat le programme. Donc, on lui a donné le détail de notre parcours. On lui a demandé le programme et tu te dis, ah ouais, mais en fait, il va nous proposer les mêmes restaurants. Alors que tu te dis, ouais, mais en fait, quand je regarde, franchement, on est très, très loin d'un restaurant qui me fait envie. Plutôt une brasserie un peu éclatée. Et tu te dis, OK, mais c'est quoi la raison que cette brasserie-là en particulier nous soit recommandée? Sachant qu'on n'a pas le même prompt. Donc, c'est que ça doit être quand même extrêmement bien lié dans ces connexions neuronales virtuelles. Et du coup, c'est à la fois, je trouve, assez excitant et à la fois assez déroutant de se dire que ça change un petit peu. Mais à la fin, concrètement, ces résultats-là, que tu sois sur un ChatGPT, que tu sois sur un Gemini ou équivalent, il va aller chercher sur les moteurs de recherche. Donc, je pense que le SEO a encore des jours devant lui parce que quoi qu'il arrive, l'usage est toujours là.
même si on a des SGE, il faut que ton résultat soit bien positionné. Et si tu as une bonne autorité, des sites tiers qui parlent de toi, donc ce qu'on appelait à l'époque les backlinks, mais en fait juste l'existence de sa marque les sur différentes mentions sources. sont aussi importantes maintenant. Bah, c'est ça, les mentions, mais ça tu l'avais déjà sur du local, tu vois, avec tout ce qui était NAP, name, adresse, phone. Bah, en fait, on a en fait toutes les briques, on les a. Il faut pousser les curseurs un petit peu plus loin. Et il va falloir justement diversifier tes sources. Il faut que d'autres gens parlent de toi. Il faut que tu arrives à être bien positionné pour que tu sois, que tu aies une bonne pondération dans les résultats et que du coup, derrière, ça puisse justifier tout ça. Donc, je suis toujours en train de faire mes tests et je trouve que c'est quand même assez passionnant parce que il faut suivre le changement d'usage on anticipe probablement un petit peu aussi quand même, mais qui va arriver. Et puis juste, après, la curiosité intellectuelle fait que tu te dis, ouais, mais genre, c'est incroyable, comment je le fais pour être premier là-bas, parce que ça envoie du trafic, donc autant en profiter. Et tu vois, tu disais, c'était pas exactement les mêmes, que vous aviez les mêmes résultats tous les deux avec des prompts différents. Et j'ai dû aussi organiser quelques jours de vacances la semaine dernière. Et en fait, je cherchais des restaurants particuliers sur l'île de la Réunion et je ne trouvais rien avec les recherches traditionnelles Google. C'est-à-dire que je voulais des restaurants gastronomiques, ça m'en sortait 2, et après, c'était des brasseries avec des chaises en plastique et des burgers frites, que j'aime beaucoup, mais c'était pas la requête. Et j'ai passé vraiment longtemps à chercher de façon traditionnelle les restaurants que je voulais. J'ai fini par demander à ChatGPT qui m'a ressorti des trucs qui ne sortaient pas du tout sur Google et qui étaient pourtant super pertinents, tu vois. Donc, il est allé me chercher des restaurants d'hôtels et c'était très bien. Là où, sur Google, ça sortait pas parce que, en fait, le SEO à La Réunion, c'est pas encore aussi développé que ça peut l'être en métropole. Et donc, je pense que dans des sujets comme ça où la requête est pas hyper traitée, tu peux gagner vachement de temps en passant par l'IA. Et si c'est toi qui es l'éditeur de site, tu as raison de faire un petit effort pour apparaître à la fois sur les requêtes traditionnelles des moteurs et sur les moteurs de réponse. Après, tu vois, ça c'est typiquement le cas où si les entreprises ne font pas l'effort d'être sur Google, est-ce qu'elles vont avoir un déclic magique en se disant « Ouais, mais il faut que je sois sur SGE, quoi. Il faut que je sois sur les moteurs de suggestion. » Juste si tu n'es pas bon en marketing, là, on est sur une discussion de « Ok, je suis premier sur Google. Comment je fais pour être aussi premier sur sur les moteurs de suggestion ?» Et cette discussion-là, elle est très, très loin du fonctionnement de ta petite brasserie ou ton restaurant qui se dit « Moi, je suis un chef, je fais de la bonne cuisine, mais les gens viendront à moi parce que j'ai un bon produit. » Et malheureusement, c'est pas vrai. Et du coup, une fois que tu es sur ces requêtes, peut suggérer, tu vois, restaurant gastronomique Réunion. Est-ce que d'être troisième, c'est-à-dire que si tu as 2 réponses, si je fais un article, probablement je serai troisième facilement. Est-ce que d'être troisième, ça me permet d'être suggéré dans le chat ? Là, en l'occurrence, tu vois, ça sortait même pas sur Maps, mais par contre, je pense que ça ressortait sur les LLM parce qu'il devait y avoir des mentions ailleurs, mais des trucs qui n'étaient pas linkés, etc. Tu vois. Donc c'est là où c'est intéressant parce que tu vois pas du tout les mêmes résultats. Et d'ailleurs, il y avait une stat que j'ai complètement oubliée. Du coup, ma phrase va être très peu pertinente. Mais si tu l'as dit avec assurance, je fais mon chat GPT. Mais le pourcentage de sources qui sont citées dans ChatGPT, Perplexity, etc., et qui ne sont pas du tout dans le top 10 est gigantesque. C'est pas du tout les mêmes sources qui ressortent en général. Après, c'est toujours, tu vois, la question de ta source qui va être intéressante parce que, par exemple, sur un chat, tu es probablement plus orienté sur le moteur Bing, qui a un algorithme similaire, mais c'est pas parce que tu n'es pas dans le top 10 Google que tu n'es pas forcément dans le top 10 Bing. Ouais. C'est là où la complexité et le holistique, qui sera un de nos sujets juste un peu plus tard dans cette discussion, interviennent. Mais tu vois, imaginons, moi j'ai un restaurant à l'île de la Réunion, je veux être disponible, mais en fait je fais un effort sur ma Google My Business, je fais un effort sur mon SEO, je sais que déjà avec ça, j'ai déjà couvert pas mal de choses. Je vais faire un effort sur Insta, parce que c'est quand même assez classique pour des restaurants, en tout cas en métropole, c'est assez classique, je sais pas chez vous, mais tu vois, tu te dis, ok, mais il y a des gens qui vont chercher là-dessus, donc je veux y être. Et c'est plutôt, tu vois, en fait, le travail inverse de me dire où sont mes clients potentiels. Et du coup, une fois que j'ai la réponse, c'est simple, il suffit que j'y sois. Enfin, c'est simple, on s'entend. Mais j'ai trouvé un restaurant sur Instagram alors que j'utilise pas Instagram. Ouais, moi j'utilise pas du tout. Je sais que quand on va sur Insta, c'est ma chérie qui fait ça et elle ne jure que par ça et elle arrive à savoir si le restaurant sera ouvert ou pas avec Insta parce que sur Google My Business, tu vois, ils les mettent même pas à jour. Enfin, donc tu vois, je pense qu'il y a déjà un vrai truc à faire sur tout ça. Et en fait, une fois que tu as coché les cases de où sont les gens, déjà tu as quand même pas mal avancé sur le sujet de comment je peux aller me positionner sur tout ce qui va être moteur de suggestion, les LLM et tout ça. Et après, effectivement, il va y avoir des astuces, mais ça peut devenir... Enfin, tu as tout le panel de
plus ou moins technique, bien structuré. Enfin, tu vois, on parle de HTML5 par exemple. On disait extraire l'information d'un contenu. En fait, si ta page elle est bien structurée, c'est beaucoup plus facile pour les moteurs, enfin les robots, d'aller travailler ton contenu. Et l'utilisateur le verra pas, potentiellement, si tu as fait du style un peu bizarre, mais les robots, oui. Et du coup, tu as plein de petites choses, ça c'est un détail technique, mais tu as plein de choses sur lesquelles tu vas pouvoir jouer et aller travailler justement ton positionnement sur sur les moteurs de suggestion, même si, alors, on se le cache pas, hein, c'est tôt dans le process, ça reste une belle boîte noire, mais même le sujet d'explicabilité est encore assez loin d'avoir été trouvé et tu as des ingénieurs un petit peu chevronnés qui travaillent et qui ont encore toujours du mal. Donc, Ouais, mais je pense que, comme tu viens de le dire, en fait, c'est la brique supplémentaire. Continuons à faire du bon travail comme c'est le cas depuis déjà un moment, en étant présent partout, surtout là où la cible est présente, et finalement, d'arriver sur les moteurs IA, c'est la brique supplémentaire, mais qui ne se fait pas tout seul. On ne peut pas apparaître magiquement là-dessus si on n'a pas fait le travail précédemment de venir développer son autorité, sa notoriété, sa visibilité de façon globale, quoi. La question, c'est si tu croises quelqu'un dans la rue et tu lui dis quel est le sujet que tu veux, le meilleur restaurant à La Réunion, si tout le monde a la même réponse en bouche, tu peux être quasiment sûr que Chat aura la même réponse aussi, quoi. Exactement. Et si on parlait un petit peu de contenu, la première question que j'avais en regardant les différents contenus justement que tu as créés, c'est que tu parlais de stratégie du toboggan. En off, tu me disais qu'il y avait deux façons de voir ce sujet-là. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur le toboggan et qu'est-ce que ça peut qu'est-ce que ça peut nous apporter pour la création de contenu de qualité? Ouais, en fait, effectivement, je le vois de deux manières différentes, le toboggan, mais qui sont très liées l'une à l'autre. La première stratégie du toboggan qu'on entend régulièrement, c'est autour du copywriting. Et l'idée, c'est que quand tu rédiges un texte, ta phrase doit toujours donner envie de lire la phrase suivante. Donc, tu glisses comme sur un toboggan d'une phrase à l'autre. Il n'y a pas de redite, il n'y a pas de temps mort, tout s'organise bien. Ton texte, il est fluide, il est agréable à lire, tu as une idée par phrase ou par paragraphe, et tout s'organise bien comme ça. Donc ça, c'est plus du copywriting, mais finalement, ça va être aussi important pour nous dans le SEO parce qu'on va venir parler d'expérience utilisateur, de taux de rebond, du fait que le contenu est mémorable, etc. Donc, rédiger correctement et garder l'attention du lecteur jusqu'à la fin de l'article, c'est un signal SEO qu'on a peut-être un peu de mal à mesurer en tant que tel, mais qui va se refléter dans les différentes métriques qu'on va suivre derrière. Donc, c'est important. Et la deuxième stratégie du toboggan qu'on peut imaginer, c'est de toujours amener son lecteur d'un point A à un point B. Donc finalement, ça revient un petit peu celle que je viens d'expliquer juste avant. Pour moi, un bon contenu, c'est un contenu qui permet au lecteur d'avancer sur un chemin. Alors, ça peut être d'avoir compris quelque chose, ça peut être de se rapprocher de l'acte d'achat, ça peut être d'avoir un peu plus d'affinité pour la marque. Mais en tout cas, si un lecteur ou un internaute arrive sur ton site, qui consomme un contenu à toi et qui repart exactement de la même manière que comme il est arrivé, pour moi, on a raté le contenu et on ne lui a pas permis d'avancer un petit peu dans le toboggan qui pourrait être finalement un peu comme un tunnel de conversion. L'objectif, c'est de toujours, d'une manière ou d'une autre, amener l'internaute plus proche de l'acte de conversion. Alors, l'acte de conversion, ça peut être un achat, mais ça peut être aussi le téléchargement d'un lead magnet, l'inscription à une newsletter, ça peut être tout un tas de choses. Mais en tout cas, l'idée, quand on crée du contenu, sauf si on veut être un média, mais en tout cas, moi, la façon dont je vois le SEO, c'est quand je crée du contenu SEO, il faut que le contenu serve à quelque chose. Donc, soit parce que j'ai du maillage interne qui est bien placé et qui va permettre d'aller vers l'étape d'après de l'achat, soit parce que j'ai donné une information à mon lecteur qui va lui permettre de conscientiser son problème, de se rendre compte que c'est moi qui vais y répondre au mieux et de se rapprocher du coup de l'envie d'acheter chez moi. Enfin, voilà, il y a plein de techniques différentes et plein d'objectifs différents, mais en tout cas, ouais, de faire avancer un petit peu ce lecteur. Est-ce que c'est clair pour toi, cette explication? Ouais, complètement. Pour rebondir sur la première définition du toboggan, je sais plus où j'avais entendu ça exactement, mais la source me disait, l'idée c'est de faire un hook toutes les 30 secondes, parce qu'on parle toujours du hook pour attraper l'attention et le faire venir sur ton contenu, mais en fait, 30 secondes, maintenant, c'est à peu près l'attention des gens, voire beaucoup plus que ce qu'ils peuvent tenir. 8 secondes en ligne. Ouais, voilà, des vrais poissons rouges. Et du coup, il va falloir le réattraper pour rester, pour justement le garder sur la phrase suivante.
mais ça vaut partout. Le faire passer à la slide d'après, le faire regarder les 8 secondes ou 30 secondes suivantes de la vidéo. Bref, le considérer comme un poisson rouge et lui donner justement un petit peu de nourriture qui lui donne envie de rester pour la séquence suivante. Et sur la deuxième définition, est-ce que tu as un exemple concret de justement comment tu fais pour effectivement faire passer le lecteur de point A au point B sur un exemple concret? Comment tu structures ton contenu pour ça? Je vais déjà créer du contenu sur toutes les différentes étapes du parcours d'achat du client et de sa conscience qu'il va avoir. Parce que tu vas avoir des clients qui n'ont pas conscience de leurs problèmes. Donc, tu vas devoir les éduquer. Par exemple, quelqu'un qui dort mal, il se rend pas compte qu'il dort mal. Il se rend compte qu'il est fatigué, mais il a jamais conscientisé le fait qu'il dormait mal. Donc, tu dois lui dire « Hey, mais si tu es fatigué, peut-être c'est parce que tu dors mal. » Ensuite, tu as des gens qui ont conscience de leurs problèmes, mais pas des solutions. Oui, ok, je dors mal. Et qu'est-ce qui se passe? Tu as des gens qui sont conscients du problème, qui sont conscients des différentes solutions, mais qui ne savent pas quelle solution est adaptée à eux. Donc, toi, tu vends des matelas, tu peux prendre des compléments alimentaires, tu peux faire du sport, etc. Et tu peux mieux dormir sur un super matelas. Et puis après, tu as des gens qui sont conscients du problème, des différentes solutions, et il suffit de les convaincre que ta solution, c'est la meilleure pour eux. Donc, tu vas pas du tout t'adresser de la même manière à quelqu'un qui n'a pas conscience qu'il dort mal et à quelqu'un qui est en train de faire le choix définitif de son nouveau matelas. Donc, l'idée, c'est de venir balayer l'ensemble des problématiques que peut avoir ton client ou ton prospect en s'adressant à lui de façon différente. Parce que aussi, quelqu'un qui n'a pas conscience de son problème, tu vas pas pouvoir utiliser du jargon, du vocabulaire un petit peu précis. Tu vas devoir tout lui expliquer, le prendre par la main. Alors que quelqu'un qui a déjà fait ses recherches, qui sait exactement qu'il veut un matelas avec triple mousse, épaisseur, machin, nanana, tu peux lui donner des termes techniques, tu peux lui faire des comparatifs, des choses comme ça. Donc, tu vas pas créer du tout le même contenu en fonction du moment de décision dans lequel se trouve le lecteur. Donc, l'idée, c'est de venir créer pour chacune de tes problématiques du contenu qui va répondre à chacune des phases dans laquelle se trouve ton lecteur. Et puis, de venir faire passer ton lecteur de « j'ai pas conscience d'avoir un problème » à « ah, ok, j'ai conscience d'avoir un problème. Quelles sont les solutions ?» Tu vois, de le faire descendre petit à petit dans cet entonnoir-là. Donc ça peut se faire avec du maillage, ça peut se faire avec des lignes magnètes éventuellement si c'est pertinent, tu vois, où tu viens récupérer la personne dans le « hey, tu as un super problème, laisse-moi te donner la solution » et puis tu viens le nurturer derrière. Ça dépend, tu vois, du cycle d'achat aussi, ça dépend du marché, du produit, de tout un tas de trucs. Mais il y a plein de façons. Ça peut être de lui permettre de s'inscrire à une newsletter parce que c'est un problème qui est peut-être pas suffisamment douloureux actuellement. Mais dans quelques semaines, il va y repenser. Il va se dire « ah oui, c'est vrai que je dormais mal. Tiens, qu'est-ce que je peux faire pour ça ?» Enfin, il y a plein de façons de créer une connexion avec ton lecteur pour le garder et pour lui permettre d'avancer un petit peu. Moi, ce que j'aime beaucoup faire, par exemple, c'est de créer des CTA et des lignes manettes qui sont personnalisées en fonction du contenu que tu es en train de lire. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai une promotion sur les matelas, je vais peut-être pas te la mettre tout de suite en pop-up quand tu viens d'arriver et de te rendre compte que tu dormais mal. Donc ça, je vais plutôt le garder sur la fin de ton parcours. Et donc, oui, ça prend plus de temps, ça demande de vraiment connaître précisément les intentions, les douleurs de ton prospect, mais c'est beaucoup plus efficace parce que tu viens répondre exactement à ce que vient chercher la personne chez toi. C'est un peu la différence entre je vais créer du contenu et je réfléchis concrètement à quel est l'apport que je vais vouloir faire pour mon lecteur, qu'est-ce qu'il cherche concrètement. Et ça me fait penser à l'intention de recherche ou quels sont les objectifs, les questions qu'il va avoir. Une fois que j'ai fait ce travail de réflexion stratégique en amont, derrière, je peux dérouler mon contenu pour justement lui permettre d'avoir la réponse à sa question concrètement, quoi, ou ses objectifs, qu'il ait fait ce chemin et que j'ai pu être la route qui l'a aidé et du coup qu'il s'en souvienne et qu'il puisse monter aussi en engagement avec la marque, parce que c'est quand même le sujet de tout ce travail-là. C'est pas juste répondre à des gens, c'est créer de la relation pour les amener à devenir clients fidèles et récurrents, quoi. Ouais, exactement. Et tu vois, tu disais de créer cette relation avec la marque et ça passe de nouveau avec le fait de créer des contenus qui sont de qualité, qui répondent exactement à l'intention de recherche et qui te gardent jusqu'à la fin de l'article parce que tu as eu envie de lire l'article en entier et parce que ça a répondu exactement
à ce que tu venais chercher. Et du coup, ça me fait penser, tout à l'heure, on parlait donc des hooks toutes les 30 secondes. Moi, j'aime bien utiliser la structure de rédaction en F, donc F majuscule. En fait, il y a plein d'études de eye tracking qui ont montré que les yeux, ils vont se déplacer selon cette forme de F. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont lire d'abord le haut de la page, donc souvent là où il y a le héros, etc., le titre, éventuellement une image. Et ensuite, ils vont balayer comme ça, de temps en temps, les lignes. Donc, ils vont lire sur le côté gauche et puis les grands titres. Donc, l'idée, c'est de venir apporter beaucoup de titres parce que ça va venir segmenter le texte. Donc, c'est bien pour Google, pour l'intention de recherche, pour récupérer éventuellement des positions zéro, pour la lisibilité, pour récupérer l'attention de l'humain parce que si tu lui mets un texte au kilomètre, c'est chiant, personne ne le lit. Et en fait, ça te permet aussi de savoir, juste en scannant comme ça, quel est le sujet du paragraphe suivant. Donc, tu vas pouvoir le lire. Et si on vient inclure un petit peu d'illustration ou de médias là-dedans, finalement, on arrive à la fin de l'article et on est resté un peu happé tout le long parce qu'il s'est passé des choses dans cet article. Bon, de toute façon, c'est un peu le sujet dont on parlait tout à l'heure, du contenu mémorable aussi. Au-delà du AT et tout ça, comment tu fais pour rendre véritablement mémorable un contenu? Et est-ce qu'il y a moyen de mesurer aussi cette mémorabilité? Comment t'interviens là-dessus? La mesurer, c'est compliqué, je pense, avec une métrique précise parce que en fait, il faudrait aller dans la tête des gens, tu vois, vraiment pour savoir qu'est-ce que tu pensais de la marque avant et qu'est-ce que tu en penses après la lecture de mon contenu. Mais par contre, si tu vois une augmentation des mentions, si tu vois des repartages, des choses comme ça, tu te rends compte que les gens commencent à avoir un petit affect autour de cette marque. Et en fait, alors, sans parler je pense que d'avoir déjà un ton de marque et d'avoir un message qui va être cohérent sur l'ensemble des plateformes, c'est important. Par exemple, Burger King, on les reconnaît partout. C'est-à-dire que tu vas les voir sur Twitter, tu vas les voir sur une publicité, tu vas les voir en magasin, etc. Tu sais que c'est la patte Burger King qui va être complètement différente de, j'en sais rien, un vendeur d'assurance ou d'autres choses. L'idée, c'est pas forcément d'utiliser l'humour comme eux ils le font parce que ça s'applique pas à tous les business, mais c'est d'avoir en fait une plateforme de marque, donc c'est-à-dire une charte graphique évidemment, mais aussi des verbatims qui sont réutilisés de façon cohérente sur tous les supports, une façon de s'adresser à son prospect. On va pas mettre du vouvoiement d'un côté, du tutoiement de l'autre, et puis on sait pas sur un troisième support. Le fait d'être cohérente partout et puis de créer en fait du lien parce que finalement on s'attache à une marque, oui, mais on s'attache surtout à ce qu'elle nous fait vivre. Tu vois, on a beaucoup parlé par exemple de Starbucks. Tu vas pas acheter ton café 6 balles parce que c'est le meilleur café du monde. Tu vas l'acheter parce que tu vas pouvoir faire ta petite photo Instagram, parce qu'on t'a appelé par ton prénom et que potentiellement il y a une faute, parce que tu fais partie d'une communauté qui peut se permettre de payer son café 6 balles et d'être comme ça avec son spicy pumpkin, je sais pas quoi, et que c'est cool. Bon, l'idée, c'est de recréer ça à l'échelle de sa marque. Donc, d'avoir des petits trucs qui donnent envie aux gens de s'identifier à cette marque-là. Ça peut être à travers le personal branding du fondateur, ça peut être à travers des communautés en ligne qui sont créées. Par exemple, il y a quelques années, ça se faisait beaucoup d'avoir des communautés sur Facebook pour lancer des marques. Ça peut être via l'esthétique sur Instagram, ça peut être via des réseaux d'influenceurs, par exemple, qui parlent de la marque sur les réseaux sociaux. Il y a plein de manières différentes, mais l'idée, c'est de trouver une petite astuce pour donner envie aux gens de consommer chez nous et pas chez le concurrent qui fait supposément exactement la même chose. Mais en fait, je pense pas qu'il y ait une solution parfaite. Je pense que c'est vraiment plutôt un ensemble de petits détails qui font qu'on construit une vraie marque et pas juste qu'on vend un produit. Je sais pas si tu vois la différence. Ouais, complètement. Les exemples de Burger King, Starbucks, tout ça. Moi, je suis un fan absolu des communications de Burger King, donc je vois très très bien de ce dont tu peux parler. Ils ont un niveau de taquinerie rarement égalé avec McDo. Donc, je trouve ça exceptionnel. Bah oui, c'est top. Et tu vois, d'arriver, par exemple, en France, alors que McDo en France, c'était quand même hyper implanté, etc. Ça fait pas longtemps qu'ils sont là. Tout le monde les connaît, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont allés challenger McDo. En France, McDo, c'est quand même, si je dis pas de bêtises, le deuxième plus gros marché après les États-Unis. McDo France. Donc, les Français aiment bien McDo.
Bon, bah, toujours est-il que tu vas dans la rue, tu demandes est-ce que tu connais Burger King? En général, les gens disent oui. Ouais. Et ce qui nous amène à passer à la branche de questions suivante, qui est le multicanal et le holistique. Parce qu'une fois que tu es mémorable, tu peux être mémorable justement dans la continuité de tes rédactions, mais ça veut dire que tu vas aller le faire sur différents réseaux, enfin, tu vas faire différents formats. Et comment tu vois justement le SEO multimodal entre de l'audio, de la vidéo, de l'image, sans forcément pour l'instant aller encore sur les réseaux, tu vois, sur les différents canaux, parce ça sera la question juste après. Mais est-ce que tu as des choses, voilà, comment tu vois le multimodal? La première chose qui me vient à l'esprit, c'est les illustrations, par exemple. Et en fait, moi, je vois un vrai impact quand j'ai des vraies illustrations sur mes articles ou sur mes pages. Quand je parle d'illustration, c'est pas une image qui vient faire beau. C'est un vrai truc qui va apporter quelque chose au contenu écrit. Donc, ça peut être une infographie, un schéma ou même un petit dessin, tu vois, mais quelque chose qui n'est pas généré aléatoirement et qui n'est pas là juste pour faire joli. Un truc qui est là juste pour faire joli, c'est déjà mieux que rien parce que ça va venir couper un peu la lecture, comme on le disait tout à l'heure. Tu vois, ça égaye un peu, mais ça va pas t'aider à ranker, quoi. C'est juste pour l'UX. Par contre, si tu es en train de parler de, par exemple, reprenons l'exemple de la lecture en. Ok, je t'explique ça. Eh ben, quoi de mieux que de mettre un schéma avec qu'est-ce que c'est que la lecture en F? Ça va tout de suite beaucoup mieux parler aux gens. Ça va me donner, si je fais bien mon travail et que je remplis correctement l'attribut alt, etc., ça va me donner une chance d'apparaître dans les résultats de recherche de Google Images. Et ça va, mine de rien, faire rayonner ma marque parce que dans cette illustration-là, j'aurais mis mon branding avec mes couleurs, avec ma typo, etc. Donc, ça va potentiellement voyager à travers d'autres canaux que juste mon article. Et puis, ça donne envie aux gens de venir repartager. Peut-être qu'il y a des gens qui vont vouloir récupérer cette image pour s'en servir pour leurs propres explications, mais sauf que l'image, elle est brandée avec ma marque. Donc, ça veut dire que ça va continuer à rayonner. Donc, vraiment, je pense que c'est pas du tout du temps ou du budget perdu que de créer des vraies illustrations qui peuvent compléter le propos écrit, mais aussi qui peuvent voyager ailleurs et qui peuvent être repurposées sur d'autres plateformes. Mais tu m'as dit que c'était la question d'après. Complètement. C'est un peu la citation qui dit une image vaut 1000 mots. Ouais, un bon croquis exactement. vaut un discours. Enfin, tu attribues la phrase que tu veux à Napoléon, mais c'est un peu l'idée. Et je pense que tu vois, c'est ultra vrai que ça peut résumer beaucoup de choses. Enfin, limite, j'ai en tête l'exemple de comment nouer un nœud de cravate. C'est probablement pas un sujet que tu as au quotidien. Vous le voyez avec mon t-shirt non plus. Mais imaginons que je veux mettre une cravate. Quand tu regardes la SERP, comment nouer un nœud de cravate, tu vas quand même avoir beaucoup de YouTube. Et quand tu as un site qui se positionne, il n'y a quasiment pas de texte dessus. C'est vraiment une liste de vidéos, tutos de cette chaîne-là, avec les différents nœuds que tu vas avoir. Et donc, sur la question de est-ce qu'il te faut une image, une vidéo et tout ça, je pense que ça fait le lien avec ce qu'on se disait juste avant en fait, c'est quoi le point B, le point de destination que ton visiteur voudrait atteindre. Et il y a sûrement un format qui correspond le mieux. Et peut-être qu'il y a plusieurs formats qui peuvent l'aider sur ce fameux chemin. Et du coup, si effectivement tu lui expliques quelque chose qui est très visuel comme ce fameuse lecture en F, tu peux décrire des heures ton F avec des mots. Mais effectivement, fais une image, fais une illustration, quelque chose de clair. Et ça peut être très compliqué de faire une illustration, de représenter visuellement quelque chose de façon simple. C'est pas un croquis en deux secondes. Ça peut vraiment être très compliqué pour arriver à synthétiser l'information, mais ça peut aussi avoir une valeur qui est corrélée à cette difficulté et avoir un vrai impact positif sur justement la pertinence de votre contenu, donc sa capacité à se positionner et la capacité à rester bien positionné dans le temps. Exactement, mais tu vois, j'ai l'impression que en général, on est récompensé quand on fait l'effort de créer un visuel ou un contenu qui est plus recherché, plus fouillé. Par exemple, une infographie, c'est souvent compliqué à créer parce qu'il faut que ce soit pertinent visuellement, que tu mettes les bonnes informations aux bons endroits et que ça reste agréable à lire et compréhensible. Et par contre, tu vois, ça va te permettre d'obtenir plus de backlinks, ça va te permettre d'avoir plus de visibilité aussi sur d'autres canaux. Et puis, tu peux t'en resservir en fait de cette infographie. Tu l'as faite une fois, mais tu peux aller la mettre sur LinkedIn, sur Instagram, sur Pinterest. Tu peux la foutre dans ta newsletter. Tu peux, tu vois, la repurposer sur plein d'endroits différents. Donc, se dire, OK, mais je vais pas passer quand même 4 heures à faire un visuel pour un pauvre article. Si,
Si ça correspond à ce qui est venu chercher la personne qui veut lire ton article, fais-le. Et encore plus, si tu as cette stratégie de faire rayonner ton contenu sur d'autres plateformes et sur d'autres formes, ce sera jamais perdu parce que tu vas le réutiliser de plein de manières différentes. On n'est pas en train de dire qu'il faut que nécessairement, plus c'est dur à faire, plus ça a de la valeur. Il faut être un malin et il faut être travailler sur ce qui va vraiment avoir de l'impact. Mais effectivement, Oui. en SEO, c'est dans la vie, l'attention humaine est limitée, donc c'est une compétition pour l'avoir. Le SEO, il y a 10 résultats, donc c'est une compétition pour être mieux placé que les autres. Et dans ce cas-là, c'est comment on fait pour dépasser, pour faire mieux que le concurrent. Et ça ne veut pas dire faire plus complexe avec quelque chose qui sert à rien potentiellement, mais c'est vraiment faire mieux. Et cette illustration, cette infographie bien travaillée, extrêmement bien réfléchie et qui apporte quelque chose de façon plus efficace, ça peut être effectivement récompensé par une meilleure position, quoi. Et ça peut être peut-être moins compliqué qu'une infographie, parfois une checklist. La checklist, c'est super visuel et tu peux te positionner aussi sur checklist PDF de ton sujet, tu vois. Donc, tu la mets en illustration, tu la mets aussi en téléchargeable. En fait, tu as tout gagné parce que tu viens répondre à l'intention de recherche. Tu es mémorable parce que tu as permis d'avoir un petit outil qui va être pratique et dont la personne va se souvenir parce qu'elle l'aura téléchargé. Et dans 3 jours, quand elle voudra vérifier la checklist, ce sera avec ton branding à toi et elle se souviendra inconsciemment que c'est toi qui l'as aidé à résoudre son petit problème. Donc, Et tu parlais d'un sujet que j'aime beaucoup, qui est le repurposing, le terme anglais. Je trouve que c'est la meilleure façon pour faire vivre un contenu et justifier et légitimer le temps que tu as passé à la création d'un contenu parce que justement, tu vas pouvoir le faire vivre sur différents canaux, sous différentes formes. Comment tu fais ça, justement, ouvrons sur le multicanal. Comment tu fais ça? Tu as une stratégie SEO et comment tu le déclines multicanal? Je vais parler de mon cas à moi parce que c'est là que je maîtrise 100% des plateformes. Ça va dépendre en fait. Par exemple, quand je crée une conférence, c'est énormément de travail parce que j'ai de la recherche, j'ai de la création de concepts parfois, tu vois, pour venir expliquer un petit peu ce que je veux dire. Donc, je vais faire des études de cas pour venir baquer ce que je suis en train de te raconter sur un terme qui peut être plus marketing ou plus verbeux, avec des vrais data pour t'expliquer que ce que je suis en train de te raconter, ça a un vrai impact sur les courbes. Donc, pour ça, il faut que je trouve les bons exemples. Il faut que je m'adapte à ma cible. Il faut que je structure complètement mon propos. Enfin, c'est un vrai travail de créer une bonne conférence, tu vois. En tout cas, de la façon dont moi, je le fais. Il y a tout un tas de façons de le faire. Mais moi, j'essaye de donner des choses nouvelles dans une conf. Et donc, ça me prend beaucoup, beaucoup de temps. Et je me dis, c'est génial, mais si c'est pour qu'il n'y ait que 300 personnes qui le voient alors que j'y ai passé 45 heures, c'est un peu dommage. Donc, cette conférence, je vais venir la redécouper en 10 newsletters, en 50 posts LinkedIn, parce qu'un post LinkedIn, c'est une idée qui est toute petite. Donc, ça peut être une définition, ça peut être une application de cette définition, ça peut être une étude de cas que je vais avoir présentée dans la conférence. Ça peut être juste une slide qui est parlante et que je viens réexpliquer sur le post. Donc, il y a plein de façons de faire différentes. Si j'ai créé des schémas, des choses comme ça, je peux venir aussi les mettre sur LinkedIn, sur Pinterest, sur Instagram, etc. Je peux en reparler dans des podcasts, je peux faire des articles de blog. En fait, l'idée d'avoir, par exemple, un master contenu comme une conférence qui est quelque chose d'assez dense pour lequel j'ai fait beaucoup de recherches, pour lequel j'ai lu beaucoup de choses, j'ai synthétisé des choses, etc. En fait, ça va pratiquement me créer du contenu pour les 6 prochains mois, quoi. Parce que je vais venir décortiquer le moindre petit point que j'ai abordé pendant cette conférence-là. Donc, soit je pars du coup d'une masterpiece, on va dire comme ça, ou soit c'est à l'inverse. J'ai un sujet très petit, un petit point qui vient me titiller parce que j'ai eu une conversation avec quelqu'un et ça me fait penser à un sujet que j'ai envie de développer sur LinkedIn. Donc, du coup, moi, j'ai un Notion qui est blindé. Il y a tout dedans. Si un jour ça plante, je suis perdue. Vous me retrouverez au fond du désert. Mais dès que j'ai la moindre idée, j'ai un raccourci et je le note dans Notion. Et donc, si j'ai une petite bribe d'idée, je vais me le noter. Je vais rédiger le post LinkedIn dessus. Donc, mes posts sont toujours accompagnés d'un visuel. Donc, je vais pouvoir récupérer ce visuel pour m'en servir par d'autres choses. Et puis, finalement, cette toute petite idée, je vais peut-être avoir envie de la tirer un peu plus, tu vois. Donc, je vais peut-être avoir envie d'en faire une newsletter ou d'en faire un article ou éventuellement une vidéo un peu plus longue ou une série de posts. Donc, voilà, c'est
soit je pars d'une petite idée que j'ai envie d'étendre, soit je pars d'une grande idée que j'ai envie de décortiquer en plein de fois. Mais je pars pratiquement jamais de zéro et c'est très rare qu'un contenu que je crée ne serve qu'une fois sur une seule plateforme d'une seule manière. Par contre, les gens qui me suivent sur toutes les plateformes, ils vont pas avoir l'impression de relire en permanence la même chose parce que chaque plateforme a ses codes. Et tu vas pas faire un post LinkedIn de la même manière que tu ferais une newsletter, de la même manière que tu ferais un post sur Twitter ou sur Instagram ou sur TikTok, etc. Donc, chaque plateforme a ses codes, a sa façon de hooker, sa façon d'interagir avec les internautes. Par contre, le fond du sujet et le contenu visuel que tu as créé, tu peux t'en resservir. Complètement. Et est-ce que tu fais ça aussi avec des contenus SEO que tu as créés, par exemple? Tu veux dire des articles que viendrait repurposer? Ouais, par exemple, ton objectif, c'est de te positionner sur un mot-clé, tu as fait un contenu là-dessus pour du SEO. Est-ce que tu t'en sers pour justement le diffuser sur d'autres canaux ou est-ce que c'est plutôt sur d'autres types de contenus comme tu présentais juste avant? En théorie, il faudrait que je le fasse. Dans la vérité, sur mon propre contenu à moi, non, je le fais pas. Mais par contre, oui, sur les stratégies de certains clients, je vais venir toujours conseiller. Alors, en général, moi, je m'occupe pas de cet aspect 360. Je suis plus conseil sur ces sujets-là. Mais par contre, ouais, de toujours venir faire vivre un article parce que tu crées un article SEO. Ok, c'est super. Si personne vient dessus, c'est un peu dommage. Donc, effectivement, de venir le remettre dans une newsletter, mais pas juste en disant, au fait, allez voir mon dernier article. Non, en donnant un petit point de ce que tu as développé dans l'article sur cette newsletter et disant, si vous voulez en voir plus, allez lire l'article que je viens de rédiger. De la même façon sur LinkedIn, où c'est assez facile de faire sortir les gens de la plateforme, tu peux aussi redonner le lien. Par contre, sur Insta, par exemple, c'est un peu plus compliqué. Mais ouais, carrément. Est-ce que tu as une façon de mesurer l'impact justement des différents canaux sur ta performance marketing ou SEO au global? En fait, tu peux voir un peu les mentions, etc., ou le trafic qui vient des réseaux sociaux, mais je trouve que c'est pas suffisamment précis parce que t'as pas vraiment les métriques, tu vois, qui vont correspondre. Par contre, là où je le vois vraiment, sans parler de chiffres, c'est sur des marques qui avaient déjà une présence sur les réseaux sociaux et qui viennent créer un site. Ils vont avoir beaucoup plus de rapidité à s'implanter dans les SERP et dans les résultats parce qu'ils avaient déjà une présence ailleurs. Et donc, ça va venir backer leur stratégie et leur notoriété, leur visibilité, etc. Et mon cas particulier, par exemple, mon site n'est pas optimisé. C'est-à-dire que j'ai une section blog avec 10 articles qui sont des articles invités parce que j'ai voulu rendre service à des gens qui voulaient avoir des articles. Mon site à moi, il me sert de carte de visite, tu vois, pour des gens qui me connaissent déjà et qui veulent voir quel service je fais, etc. Donc, en fait, mon objectif, c'est de ranker sur Nellycam, pas plus. Donc, c'est le cas. Mais par contre, malgré ça, j'ai quand même un knowledge graph, mon site arrive en premier, etc., etc. Et tout ça, c'est grâce à ce que je mets en place sur les différents réseaux sociaux et sur la visibilité que j'ai hors mon site. Ouais. Et du coup, ça fait clairement ma transition avec comment tu vois la synergie, parce que c'est quand même la plus présente, a priori, Ouais. et tes stratégies SEO et vice-versa. Moi, personnellement, en fait, j'ai encore une fois pas vraiment de strat SEO sur mon site, donc c'est plus mon LinkedIn qui vient alimenter la visibilité de mon site. Mais par contre, pour des clients ou pour des gens qui ont une marque et qui veulent faire du personal branding ou qui veulent se mettre en avant pour être le visage de leur marque, parce que, mine de rien, on s'attache beaucoup plus facilement à un humain qu'à une marque. C'est pour ça d'ailleurs que les profils entreprises sur LinkedIn sont complètement éclatés, par exemple. Je pense que là, dans ce cas-là, il y a une vraie synergie parce que le site va venir backer le profil du créateur qui est peut-être pas forcément hyper visible sur LinkedIn dans un premier temps. Et puis, le fait de se mettre à poster sur LinkedIn, ça va lui créer une vraie reconnaissance et ça va venir alimenter le site. Donc, l'un peut vraiment fonctionner avec l'autre parce que, encore une fois, l'idée, c'est d'être présent et d'être pertinent et cohérent sur tous les réseaux et ça va venir alimenter le EAT d'avoir un profil LinkedIn qui est bien, j'allais dire achalandé, mais qui est bien rempli et qui se positionne sur une frange de marché qu'on veut toucher. Ouais, complètement. Le champ lexical qui trahit tes origines e-commerce. Exactement. Complètement. Effectivement, le sujet, c'est toujours, si je crée du contenu, comment je peux faire pour en maximiser la visibilité. Enfin, on sait que créer du contenu, c'est coûteux en temps, en argent, enfin, en plein de choses. Je sais que même si j'ai pas envie de m'en occuper moi-même, je vais mettre une automatisation qui me permet de reposter automatiquement sur mes réseaux les articles. Alors oui, c'est nul. Oui, ça a un impact. C'est mieux que rien.
Voilà, bah, ça a un impact qui est négligeable, mais le truc, c'est que le travail en échange, il est aussi encore plus nul. Et donc, ça vaut carrément le coup. Oui. Si vous voyez cette discussion-là et qu'elle dure 47 secondes, c'est parce que, avec un outil automatique, j'ai transformé notre super discussion avec Nelly en petits shorts qui sont aussi sur la chaîne. Et oui, ça a un petit impact. Il y en a plein qui marchent pas. Mais sauf que ça me coûte quasiment rien en énergie, en effort, en argent. Et donc, bah, ça fait ces petites modifications, ces petites pistes que je lance qui vont avoir un vrai impact. Et donc, sur mon SEO, bah, pareil, peut-être que de le poster automatiquement sur tous les réseaux que j'ai créés, tu vois, un Facebook, Insta, LinkedIn, bah, ça va faire un clic tous les 3 articles. Mais en fait, ça fait peut-être un client tous les 2 mois, tu vois. Et ça, vu que ça me coûte rien, parce que c'était une automatisation qui m'a mis 5 minutes à mettre en place, bah, ça vaut le coup parce que derrière, bah, ça fait de l'engagement, ça génère de la vie, ça peut proposer de bons signaux et ça peut aller alimenter tout ce qu'on s'est dit avant. Être multicanal, être probablement à 360. Alors non, ce poste-là n'est pas mémorable. Il n'a pas d'identité éditoriale propre, mais bah, il va peut-être aller cocher une case de plus pour l'IA et être présent dans SGE un jour, parce qu'on a été cité plus de fois, présent et vivant. Et du coup, je pense que c'est comme ça qu'on peut arriver à démultiplier la visibilité, l'effort d'un poste en particulier en ayant bien conçu son système de distribution. Et après, évidemment, l'idéal, c'est faire comme toi, adapter à chaque canal, apporter de la valeur, enfin, tu vois, de l'intelligence sur la dissection de ton contenu pour justement créer des posts à forte valeur ajoutée. Et ça, effectivement, si vous voulez le faire, c'est clairement le top. Mais si on veut pas le faire, c'est dommage de rester à l'étape 2. En fait, je fais rien. Ouais, exactement. En fait, je veux apporter de la nuance sur ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que tu as tout à fait raison. En SEO et de façon générale, c'est toujours des arbitrages et c'est toujours 100 fois mieux de venir repurposer en automatique que de ne pas le faire du tout. C'est juste que tu dois te poser la question de quel est l'objectif dessus. Là, en gros, l'idée, c'est d'être présent partout à moindre coût parce que tu as créé ta masterpiece dont on parlait tout à l'heure, qui est cette vidéo qui dure un certain temps, et tu vas venir la redécouper en plein de morceaux. Là où tu vas fournir un effort, c'est sur la grosse vidéo. Et le reste, c'est du contenu qui est gratuit. Et tu te dis, effectivement, ça me coûte rien, ça serait dommage de m'en priver. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Par contre, là où tu es intelligent, c'est que tu as conscience que c'est pas comme ça que tu vas créer une stratégie de marque forte et puissante. C'est des trucs en plus, on va dire. Par contre, si tu as les moyens et que tu veux être mémorable et créer une vraie stratégie pertinente et cohérente partout, en te disant je vais juste repurposer à l'IA et ça fera le taf, non. Mais par contre, effectivement, de se dire ce contenu-là, il est créé, j'ai pas le temps de m'en occuper dans le détail pour que ce soit des miniatures parfaites, des posts parfaits, décider ça, donc je ne fais rien. Non, ça c'est une erreur aussi parce qu'effectivement, maintenant, on a plein d'outils qui vont permettre de venir couper des shorts, de venir sous-titrer en direct. Et si les sous-titres sont pas parfaits, c'est pas très grave. Et si la miniature est pas parfaite, c'est pas très grave. Et si ce post-là, personne le voit, c'est pas très grave non plus parce que l'objectif principal, c'était d'apporter un peu d'eau supplémentaire au moulin, mais c'était pas d'avoir un message philosophique qui va changer la face du monde grâce à ce post qui a été fait avec l'IA. C'est là toute la différence. Et d'ailleurs, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec Nelly sur ce format long, c'est une masterpiece. Donc, abonnez-vous à la chaîne parce que pour le coup, ça vaut le coup. Exactement. Est-ce que tu as d'autres éléments que tu veux rajouter, nous partager aujourd'hui, avant que je te pose une dernière question? On a balayé pas mal de trucs, donc là, j'ai pas de choses évidentes qui me viennent. Je pense que vraiment, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le SEO, il est plus, le contenu en tout cas n'est plus seulement cherché, il est vécu, d'où l'intérêt d'être mémorable et hyper pertinent par rapport à la requête qu'on va cibler, mais finalement, c'est juste un petit résumé de tout ce qu'on vient de se dire depuis 1 heure. Et si tu devais du coup donner un seul conseil à toi d'il y a 5 ans, ça serait quoi? Je l'avais pas préparé celle-là. Ça serait de poser des bases saines et d'avoir une vraie vision sur la stratégie, que ce soit pour moi ou pour mes clients, mais de savoir où tu vas, où tu veux amener ta marque, ça te permet de comprendre qui est exactement le persona que tu veux toucher, de créer exactement le produit qui va leur correspondre, de créer exactement la plateforme de marque qui va correspondre au persona que tu veux toucher.
et de faire des choix qui sont éclairés parce que chacun de tes choix vont soit te rapprocher de la vision que tu veux, soit t'en éloigner un petit peu et dire non en entrepreneuriat, c'est pas toujours facile. Mais quand tu as ta métrique, où tu sais où tu veux aller, et c'est plus facile d'arbitrer. Alors que sinon, tu vas dire oui à tout un tas de projets qui vont peut-être te dévier un peu de ça, qui peuvent être cool et ça peut être sympa, mais il faut en avoir conscience. Complètement. Sacré mot de la fin. Merci pour cette super discussion. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous aurez le résumé des 5 points essentiels. Vous avez eu félicitations d'être resté jusque-là, mais si vous voulez justement garder sans avoir à faire cet effort de synthétiser tout ce qu'on vient de te dire, je l'ai fait pour vous et c'est téléchargeable juste en dessous de la vidéo. Abonnez-vous. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire ou alors posez vos questions puisqu'on pourra y répondre avec Nelly ou moi. Merci pour votre temps. Merci Nelly. Et puis je vous dis à très vite, à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.